Alors voilà là-bas. Est-ce qu'il y a passer un micro dans la salle? Je me suis regardé en disant celui-là. Merci. C'était bien l'appel. Je voulais demander à Jérôme d'où était venue l'idée de ce parti pris de ne pas faire une pure hagiographie du commando, mais de prendre le point de vue de son fils finalement. Alors, c'est arrivé long, ça a mis du temps à arriver en fait. Au début, j'étais parti sur quelque chose de plus classique. Et puis petit à petit, en fait, j'avais l'impression de faire un biopic un peu Wikipédia classique. Et donc, j'étais pas complètement satisfait. Et un jour, alors c'est un mélange de rencontres. En fait, je pense que c'est la rencontre avec Pierre qui fait que j'ai eu envie de développer son rôle. C'est la rencontre avec Jeanne Cousteau qui est dans le film, donc la vraie Jeanne Cousteau. J'ai déjeuné avec elle assez tardivement, j'avais rencontré toute la famille, mais c'est une des dernières que j'ai rencontrées parce qu'elle vit à Washington. Et j'avais fait un déjeuner avec elle qui était très très émouvant, elle m'avait raconté son histoire. Elle pleurait en me racontant son histoire, enfin, il y avait un truc vraiment très joli. Donc ça m'a donné envie de développer ce personnage, et puis tout d'un coup j'ai compris qu'en développant le personnage de Philippe, je pouvais vraiment parler de l'évolution du rapport de Cousteau avec l'écologie et à travers ce rapport très passionnel entre les deux hommes. Donc voilà, et du coup j'arrivais à m'éloigner du biopic Wikipédia où il est né là, il est mort là et il y a toute sa vie. Et donc voilà, et c'est ça qui m'a inspiré à un moment donné. J'ai réécrit tout le scénario très, très rapidement une fois que j'ai trouvé cet angle-là. Mais c'était quelques années après m'être mis au travail déjà. Est-ce qu'on a une autre question dans la salle? Voilà, au premier rang. Bonsoir. Moi, j'aimerais savoir comment s'est passé le tournage sur le bateau. Mal. Le bateau, alors la Calypso, vous voulez dire, c'était difficile parce qu'en fait le bateau était en mauvais état, c'est un vieux bateau mais comme la Calypso en fait. On a un peu rencontré les mêmes problèmes que Cousteau finalement, donc des problèmes d'argent, des problèmes de météo, des problèmes de bateau. Et donc c'était assez dur parce que les moteurs ne marchaient pas, ou très très mal. On ne pouvait pas rentrer le bateau dans le port, on devait le laisser au mouillage à l'extérieur du port de Cape Town tous les soirs, donc on travaillait avec un remorqueur. Tout était compliqué quoi. C'était, enfin je sais pas comment dire autrement, non? Que mal? Non? T'auras un autre mot toi ou pas? Que mal. Catastrophe. Peut-être ce mot-là aussi, un petit peu. Non, on avait... Décevant. Disons qu'il y a eu un jour qui a été un moment un petit peu un changement crucial de route sur le projet. C'est le jour où on a quand même découvert que la production avait donc loué ou acheté, je ne sais pas, un bateau qui avait des moteurs qui ne fonctionnaient pas du tout. Quand on fait un film sur la Calypso, c'est tout de suite un petit peu plus compliqué. Et qui sont faits, en fait, il y a eu, enfin je sais pas comment c'est possible, mais un jour là, on nous a annoncé que le bateau ne pourrait pas du tout prendre la mer, quoi. Donc tout devenait un enfer dès qu'il fallait déplacer le bateau, tout était à repenser. Et en même temps, il y a eu l'équipe c'est très très bien, et Jérôme évidemment adapté au problème pour pouvoir quand même tourner les images dont on avait besoin. Et des jours c'était super bricolé, je me rappelle de jours où il y avait effectivement des remorqueurs énormes qui venaient, qui tiraient le bateau. Pour le ramener à Cape Town, il fallait qu'il soit juste à côté de nous, on devait passer de bateau en bateau, enfin, c'était un truc de dingue où avec les vagues, les bateaux se dépassaient l'un l'autre, enfin, c'était un truc apocalyptique. Et donc tout est compliqué. Ouais, apocalyptique, c'est très bien aussi. Peut-être pas pour la promo, mais là, pour ici on se garde entre nous. Non, et c'est très compliqué de tourner sous l'eau, de tourner sur l'eau, tourner avec des animaux, tourner en Antarctique évidemment. Donc on peut dire que c'était un gros défi, et en même temps c'était l'ambition de ce film-là depuis le début. Moi, Jérôme, assez rapidement après qu'il m'ait donné le scénario, il m'a appelé un jour et il m'a dit je veux faire le maximum de choses de la façon la plus réelle possible, qui est finalement le moins d'effets spéciaux possible, ce qui est aussi une grande ambition pour un film comme ça, et qui est déjà un film rare dans le paysage français. Et donc on a fait les choses de la façon la plus authentique possible. Donc on a appris à plonger, on est allé avec les requins, on est allé jusqu'en Antarctique, enfin, tout était extraordinaire. Je crois que c'est une fois dans une vie, quoi, un tournage comme ça. Juste pour revenir sur le moteur du bateau, on a quand même réussi à démarrer un des deux moteurs le dernier jour. Vous avez vu le bateau en mer, et donc le dernier jour, on a réussi à faire les plans qu'on voit dans le film, vraiment au bout de 3 mois de travail sur le moteur. Mais il est à vendre, hein. Enfin, oui, il est à vendre, si vous êtes intéressé, vraiment, c'est une très très belle affaire. Donner les coordonnées du propriétaire. Peut-être avant de donner à nouveau la parole à la salle, justement, est-ce que vous pouvez me parler de cette expérience en Antarctique?
Voilà, comme tu disais, c'est l'expérience d'une fois dans une vie. Voilà, est-ce que vous pouvez nous raconter ce moment du tournage qui, je crois, était peut-être un des moments les plus forts? Oui, à partir du moment où Jérôme a décidé qu'on ne le ferait pas en studio, donc comme je disais, ça a été une grosse décision. Déjà parce que c'est très compliqué d'aller là-bas, il y a des bateaux de scientifiques en gros qui vont, ou des gens qui ont beaucoup d'argent et qui ont envie de se faire ce voyage, mais c'est très compliqué d'y aller. Donc emmener une équipe de film, ça paraissait irréel, et on est le premier film de cinéma à avoir tourné là-bas, un film. Donc on se sentait un peu pionnier, on était content, et en même temps on a connu des déboires, des moments un peu moins fun. Moi je pense notamment on a connu une tempête qui, de façon un peu mystique, exactement au même endroit où Cousteau l'a connu. On a essuyé une très grosse tempête avec, je crois, 140 km/h de vent, quelque chose comme ça. Donc c'était classé ouragan carrément. Avec une rafale à 140 dans 82 pour les marins. Voilà, donc ça c'est vraiment que du bonheur à partir de ce moment-là. Moi c'est vraiment, je suis dans mon lit pendant 15 heures. C'est le moment où Pierre m'a haï. Là j'ai commencé à détester Jérôme, je cherchais un coupable en fait pendant 15 heures pour pouvoir vraiment diriger ma haine vers quelqu'un. J'ai senti dans son regard, c'était moi. Je m'en souviens très bien. Il fallait. Surtout le matin au petit déjeuner quand tu t'es réveillé, que c'était tassé et que tu avais encore la haine en toi. Il était tout seul devant son bol, je me souviens, de la table, comme ça en train de manger, il m'a regardé passer. C'était J'avais dur. envie de me tuer. Ouais, c'était dur. Ben, c'était dur, dans 15 heures de tempête, il faut savoir que là-bas, donc en fait, à partir du moment où il y a une tempête, on n'était pas si loin des côtes, mais tu peux pas te réfugier parce que plus tu t'approches des icebergs, plus c'est dangereux. Mais donc il y a des icebergs partout, avec le vent et avec la houle, tu les découvres un peu au dernier moment. Tout ça dans une espèce de lumière grise, ni jour ni nuit, parce que le soleil se couche jamais. Et il faut parier sur des icebergs à traverser parce que tu sais pas lesquels cachent une énorme masse de glace en dessous ou pas. Donc le commandant a pendant 15 heures à parier sur des icebergs, donc toi t'es très tranquille dans ta cabine en sachant que c'est ça qui se passe, t'entends des gros booms sur la coque, sachant qu'on n'avait pas vraiment un brise-glace, c'était un semi-brise-glace. Non, ouais, c'était un brise petite glace. Une brise petite glace, voilà, on C'est l'appelle comme ça. le premier degré de brise glace en fait. Exactement, j'allais venir. Et très technique. Et non et voilà, donc ça, voilà, la tempête ça a été un souvenir dingue, et en même temps, c'était vraiment, faut comprendre qu'après la tempête, je suis allé voir le commandant et c'était un Allemand et très carré, très allemand. Et je lui ai dit, vous pouvez m'avouer, est-ce que vous avez eu peur ou quoi? Et il me dit, je vous avouerai jamais que j'ai eu peur, mais je peux vous dire que maintenant je suis décidé à arrêter toutes ces conneries, épouser ma femme et lui faire des enfants. après 15 ans d'Antarctique, quand t'entends ça, tu te dis, ok, bon, je pense qu'on en a connu. Ceci dit, on ne s'est pas renseigné s'il avait vraiment, S'il l'a vraiment épousé, s'il avait ouais. pris sa parole, Non, s'il je s'est sais. comporté comme un capitaine italien. Ouais, je sais pas du tout. Ouais. Donc voilà, et après en même temps quand ça se calme et que tu vois ce paysage dingue et que tu es là pour filmer ça et ramener ça dans un film, et bah, c'est extraordinaire et c'est extraterrestre comme sentiment. Quoi. Et les plus beaux plans d'ailleurs qu'on a fait, en fait, qui sont au moment où le soleil est très très bas, il y a des plans de drone comme ça qui sont derrière la fin de la bande-annonce. On les a fait le lendemain de la tempête, un endroit qui s'appelle Paradise Harbor, enfin, qui n'a rien d'un port, d'ailleurs qui est une baie, et où tout d'un coup il n'y avait plus un pet devant, l'eau était comme un miroir, et voilà, on a filmé, je crois, 15 heures d'affilée, on n'arrêtait pas de filmer, c'est sublime. C'est juste le lendemain. Alors, commentaire. Voilà. On a une autre question là-bas. Est-ce qu'un micro arrive? Et puis pendant ce temps-là, je vous rappelle qu'il y a le hashtag l'Odyssée tout attaché pour partager vos impressions sur Twitter. Bonsoir. D'abord, merci beaucoup et bravo pour ce film. Absolument génial. J'ai pleuré. J'adore cette idée. Est-ce que vous aviez l'intention, la volonté de faire un film militant? Est-ce que vous l'assumez comme un film militant? Moi, depuis la salle, je vous donne mon ressenti. C'est ce qui m'a le plus touché à travers cette histoire, c'est que dans le documentaire de Mélanie Laurent, Demain le film, il y avait cette idée qu'on ne sait pas raconter les histoires qui marchent. On s'est imaginé des catastrophes et la fin du monde. Et en fait, en traçant cette histoire du commandant Cousteau, dont moi j'ai un souvenir d'icône de ma jeunesse, et je ne connaissais pas du tout son côté très très obscur, on va dire. En fait, vous montrez que c'est à la fois possible, tout en étant extrêmement difficile, et que finalement ça marche quand chacun prend part à ce combat à sa petite échelle. Donc est-ce que c'était votre intention de faire un film militant? Merci. Merci. En fait, c'est une question à laquelle j'ai toujours un peu de mal à répondre, parce que c'est un processus. C'est-à-dire qu'au départ, pas du tout. Au départ, moi, j'ai une sensibilité comme quelqu'un qui aime profondément la mer, qui a passé son enfance là, un peu comme les gamins là au début. D'ailleurs, en fait, c'est vraiment, j'ai l'impression que c'est mon enfance aussi à moi. J'allais à l'école quand même, c'était moins rigolo, mais bon, il y avait un peu de ça. Mais en même temps, mon métier, c'est de raconter des histoires. Donc au début, ce qui m'a porté dans le film, c'est pas du tout un film militant, c'est de raconter cette histoire. Cette histoire me touchait, je trouvais qu'il y avait quelque chose
à la fois de fort, d'un point de vue dramatique, et effectivement de très intéressant par rapport à ce que ça pouvait raconter du XXe siècle. Donc le rapport avec l'écologie, le rapport avec les médias aussi, parce que Cousteau c'est aussi ça, enfin plein de trucs à travers tout ça. Maintenant le film, c'est comme si du coup il m'avait un peu échappé de certaine manière. C'est-à-dire que du coup c'est vrai que maintenant, alors on fait des opérations avec l'UNESCO, on fait des opérations avec Greenpeace, avec Surfrider, etc. Et que je sens bien que quand on fait des avant-premières en province, il y a plein de mômes par exemple qui sont dans la salle, et je vois bien que ça a un effet en fait extrêmement positif, parce que je pense effectivement qu'à travers une histoire, ça leur raconte quelque chose, ça leur raconte une évolution, et qu'ils font partie de cette évolution du rapport de l'homme avec la nature. Et je suis hyper heureux. Donc ce serait mentir que de dire que j'ai fait un film militant, en fait. C'était pas du tout mon intention de départ. Maintenant, je suis extrêmement fier si ça apporte ça. Voilà. C'était pas mon intention, en fait, mais je suis hyper fier de ce que ça peut devenir. Voilà, honnêtement. Y a-t-il une autre question dans la salle? Voilà, au troisième rang, au milieu. Bonjour. En fait, j'ai deux questions qui portent à peu près sur le même point. C'est que dès les premières minutes du film, mais aussi pendant la bande-annonce, ce qui marque le plus, avant tout, c'est, on va dire, l'attention portée au visuel du film, à la lumière, tout ce qui est autour de ça. Et je voulais savoir quel était le point de départ au niveau visuel du film, puisque je pense qu'il y a des trucs qui ressortent, par exemple un peu ce côté Terrence Malick qu'il peut y avoir dans le film, qui est vachement chouette. Et aussi l'autre question, c'est est-ce que c'était un choix artistique de ne pas mettre d'images de Cocteau, d'archives, de ses documentaires, etc. Puisque toutes les photos de lui à Cannes, ou même ses films, sont refaits avec Lambert Wilson. Merci beaucoup. Alors, sur les choix artistiques, c'était la première fois que je travaillais avec Mathias Oukar, qui est le chef opérateur du film, puisque j'avais fait mes 4 premiers avec Denis Rouden, un autre chef opérateur. C'était une vraie découverte, ça s'est extrêmement bien passé entre nous. Ce qu'on s'était raconté, c'est qu'on faisait un film d'époque, et que moi, les références que j'avais, en tout cas sur toute la première partie, c'était les films genre Le Monde du Silence, les films des années 50, donc des films assez colorés et qui vont à l'encontre de tout ce qui se fait depuis 30 ans, en fait, ou 40 ans, c'est en fait depuis que les pellicules sont devenues sensibles. Depuis que les pellicules, en fait, avant que les pellicules soient sensibles, on tournait avec le soleil dans le dos, d'accord, pour que les sujets soient bien éclairés, donc on avait un ciel bien bleu, parce qu'on avait le soleil dans le dos, on avait des couleurs bien à plat, etc. Et ensuite, on a commencé à tourner à contre-jour, parce que les pellicules encaissaient ça, et maintenant le numérique encore plus. Là, on est revenu, et surtout sur la première partie, après on a un petit peu évolué parfois, à cette façon de tourner des années 50, justement, ou 60, je sais pas, jusqu'aux années 60, début 60, on va dire, avec le soleil dans le dos, avec des couleurs très à plat, avec quelque chose qui évoque aussi un peu la ligne claire d'Hergé, c'est-à-dire que des choses très simples, donc très peu d'ombre en fait, pardon, et quelque chose de quasiment enfantin, et qui, je trouve, nous emmène immédiatement dans l'époque. Parce qu'en fait, l'époque, elle n'était pas facile à retranscrire, parce qu'on avait quoi? On avait des mecs en maillot de bain sur un bateau. Il n'y a rien qui ressemble plus à des mecs en maillot de bain sur un bateau il y a 50 ans que maintenant. Alors, ok, les maillots de bain, vous ne mettriez pas les mêmes, j'imagine, mais globalement, c'est pas comme quand tu es en ville avec des voitures. Ah, quoi que Pierre a mis des shorts quand même pas mal, mais donc voilà, c'était pas facile. Donc c'était ça l'intention. Et après, sur la deuxième. Et après, on a fait un petit peu évoluer avec l'époque, avec les années 70, on a joué un peu plus avec des contre-jours, par exemple quand Pierre est sur la plage, quand il arrive avec son équipe à lui, on l'a joué un peu plus moderne, on a un petit peu varié les ambiances. Ensuite, sur les archives, oui, c'est assumé, c'est-à-dire qu'en fait, je trouve que moi, ça me sortirait du film que de voir des photos avec le vrai Cousteau. Pour moi, le vrai Cousteau pendant 2 heures de film, c'est lui, c'est Lambert Wilson. Le monde réel, il n'existe plus pendant 2 heures. Donc si tu commences à mettre sur la porte du placard une photo avec le vrai Cousteau, bah, tout d'un coup, Lambert Wilson devient Lambert Wilson, un acteur qui joue Cousteau, et le vrai Cousteau, il est sur la porte du placard. Donc on a effectivement refait, dès le premier jour d'essai, d'ailleurs il y a eu un gros boulot qui a été fait, on a souvent refait des vraies photos qui étaient avec Cousteau, mais qu'on a refait avec nos acteurs. Donc ça c'était tout à fait intentionnel. Et on aurait voulu utiliser des archives qu'on a un peu le droit en plus, donc ils sont assez rares sur leurs archives, les Cousteau Society. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle? Alors on a deuxième et cinquième rang alors, qui était premier. C'est plus près, voilà, on va commencer par le micro derrière après. Bonsoir. Alors moi j'ai une petite question, simplement le fait que ça soit un personnage réel, autant le commandant Cousteau que son fils, enfin que ses fils, que sa famille, comment on aborde ça? Est-ce que on aborde
d'abord de ça en se disant que c'est quelque chose de... À la fois c'est un film, donc c'est une réinterprétation ou il y a des parts d'imagination, ou est-ce qu'on essaye de rester le plus fidèle possible, quitte à, je sais pas, par exemple, à moins privilégier le côté film pour rester près de la vérité? Alors, je vais commencer à... C'est une question finalement pour Pierre et pour moi, parce qu'après il y a toi, ton interprétation et ton rapport avec la famille d'ailleurs, mais je vais commencer à répondre, moi, en termes d'écriture et de mise en scène. J'ai pris de la... J'ai essayé de coller au fait. J'ai pris de la liberté dans la narration en termes d'ellipse. C'est comme si, on va dire que la vie de cet homme, par exemple, c'est comme une maquette qu'on mettrait au sol, d'accord, qui représenterait toute la vie de cet homme sur 80 ans. Et moi, mon travail, en fait, c'est de prendre une lampe torche et de vous montrer des bouts de la vie de cet homme et de vous emmener de là, et tout d'un coup, hop, je vais vous emmener là, donc je vais vous sauter des petits moments, ou tantôt je vais m'attarder sur un bout de la vie, hop, je vais retracer, vous voyez ce que je veux dire, et du coup, ce que je vous montre, c'est la vérité. Mais ce qui est vrai, c'est que je laisse des zones d'ombre, et ce qui est vrai, c'est que des fois j'accélère et des fois je ralentis. Voilà, c'est les libertés que moi je prends. Ensuite, c'est un travail qui est assez délicat, parce que, comme je disais tout à l'heure, mon métier c'est de raconter des histoires. Mon métier, sur un film comme ça, moi je voulais faire un film grand public, je veux faire un film d'aventure, c'était mon ambition de départ. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas que les gens s'emmerdent. C'est aussi simple que ça, à un moment donné. Et en même temps, il y a des gens qui vivent, il y a des gens qui existent, il y a des gens dont c'est l'histoire, il y a des gens qui sont encore vivants. Pierre en parlait tout à l'heure, parce qu'on a fait un dîner il n'y a pas longtemps, et je ne voulais pas les blesser non plus. Donc c'est constamment cet équilibre-là qu'on essaye de trouver, avec toute une partie de la famille, dans la famille de Jeanne d'ailleurs, et de Philippe Cousteau, interprété par Pierre. J'ai eu beaucoup de chance parce qu'ils ont été extrêmement ouverts et compréhensifs. Et je vais vous dire un exemple. Par exemple, en fait, Philippe, dans l'accident d'avion, en fait, il n'est pas mort tout à fait aussi lentement que ça. Malheureusement, c'était un tout petit peu plus violent, on pense, on n'est pas sûr, mais que l'hélice l'a coupé à un moment donné. Moi, je trouvais ça plus beau, symboliquement, et puis moins violent aussi, mais plus beau symboliquement, qu'il meurt étouffé sous l'eau. Pour le fils d'un homme qui a appris à respirer sous l'eau. Et donc, quand Jeanne, la veuve de Philippe, l'a lu, elle m'a dit « Oui, mais je crois qu'il n'est pas vraiment mort comme ça. » Je lui ai dit « Oui, mais Jeanne, moi, je pense que c'est plus fort, en fait, ça, comme... » Et elle m'a dit « Oui, je pense que vous avez raison. » Voilà. C'est ce genre de petits trucs de petites libertés que je peux prendre. Comme je sais pas comment tu as vécu ça. Oui, déjà, moi, il y avait moins une mission de ressemblance à tout prix que Lambert, ou que quand on joue un personnage très référencé pour le public. Philippe Cousteau, c'est soit une découverte totale pour les gens, soit une découverte partielle, parce qu'ils savaient qu'effectivement Cousteau avait un fils, on se rappelle de ce fils qui était là, un peu héroïque, un peu tête brûlée, mais enfin, moi, personnellement, j'ai découvert complètement Philippe. Je ne savais pas du tout qu'il avait apporté cette conscience écologique à son père, en grande partie. Je ne connaissais pas du tout son caractère. Et aussi, ce que j'ai découvert, et ça c'est vraiment en parlant avec les anciens de la Calypso qui ont travaillé avec lui, avec Jeanne, la veuve de Philippe, qui a été géniale, moi, qui a été d'une bienveillance inouïe, qui m'a donné des lettres, et les lettres qui s'écrivaient à chacun, enfin aux quatre coins du monde, il lui envoyait des lettres magnifiques où il racontait très concrètement comment ça se passait sur le bateau, comment ça se passait avec son père, les engueulades avec Bébert, avec sa mère. C'était très concret d'un coup les lettres que j'ai pu lire, et c'est très précieux pour la préparation. Mais ce que j'ai découvert, c'est qu'il avait une place énorme à bord, il avait une place énorme au sein de la Cousteau Society, il a co-réalisé des documentaires avec son père, comme Le Voyage au bout du monde en Antarctique, il en a réalisé tout seul, des missions avec le Catalina, avec son avion, et pourtant, il a été un peu effacé par l'histoire. C'est ce que je trouve intéressant. Le fait qu'il soit effacé, je trouve ça intéressant. Le fait que Jérôme choisisse de recadrer sur ce lien père-fils, je trouve ça intéressant. Le fait qu'il ait été effacé est intéressant évidemment parce que Cousteau est on le voit dans le film, un tel, et c'est aussi la part un peu plus sombre qu'on découvre, il y a un tel appétit de découverte, une telle envie de séduire pour emmener les gens avec lui, d'invention, une soif d'invention, qu'en même temps, il y a quelque chose d'assez écrasant. Quoi. Là, sur son passage, il y a un truc de l'ordre du sacrifice de tout le monde pour pouvoir atteindre ce qu'il veut lui. Il y a un appétit médiatique naissant et puis ensuite assez démesuré, un jeu qui joue avec les médias très intelligemment d'ailleurs. Voilà, c'est dur quand on est le fils du commandant Cousteau de rester à pied d'égalité ou d'exister même à sa juste valeur à bord. Et notamment aussi parce qu'on est son fils et qu'on est parmi les meilleurs plongeurs du monde à cette époque-là qui venaient plonger avec Cousteau. Donc moi il y avait l'idée par rapport à la famille de redonner la place de Philippe aussi, donc je pense que pour eux c'est un très beau témoignage.
effectivement dîner avec eux il y a quelques jours. Donc on a dîné avec Jeanne et aussi avec Alexandra, qui est la petite fille que vous voyez incarnée à l'écran dans le film, qui effectivement a appris la mort de son père quand elle avait 4 ans, je crois. Et Philippe Cousteau, qui lui ne l'a pas connu puisqu'il est dans le ventre de sa mère au moment de l'accident d'avion. C'était très très émouvant de savoir que je redonnais vie à cet homme-là. Je venais de voir le film, je précise quand on a dit. Oui, bien sûr, quand ils venaient de voir le film, c'était évidemment très émouvant, ils étaient très émus, nous aussi, du coup. Oui, enfin, c'est évidemment c'est très émouvant. Et puis, moi, le message écologique du film aussi, qui passe en grande partie par Philippe, c'est une des raisons aussi pour lesquelles j'ai fait le film. Je reviens sur ce que Jérôme disait tout à l'heure aussi. Je pense que c'est pas un film militant, et tant mieux quelque part, parce que moi je suis persuadé qu'il faut arrêter de voir l'écologie comme un militantisme politique. Il faut le voir comme une évidence. Quand on a la chance de voyager en faisant ce film, en allant dans autant de pays, en plongeant avec des animaux aussi superbes, et en découvrant qu'en fait partout la biodiversité est en recul et que partout tout est fragile et tout est dans un équilibre très très précaire, bah, c'est sûr que c'est une évidence, quoi. C'est même pas un acte politique de dire... Donc je crois qu'en faisant le film... C'est arrivé à l'équipage de Calypso, d'ailleurs, ce que nous racontent complètement. Les anciens de Calypso, qui est ça, qui est en fait le fait de découvrir... Ils sont devenus écolos peu à peu, alors qu'ils avaient tous rien à foutre au départ, en découvrant de visu ce qui se passait. Et juste pour l'anecdote, je le raconte parfois, c'est qu'il y a très peu effectivement d'effets spéciaux, comme l'a dit Pierre. Des rares effets spéciaux qu'il y a dans le film, ce sont les poissons qu'il y a au début, lorsque la famille plonge avec les enfants. Parce que cette Méditerranée-là, ce paradis perdu dont on parle dans le film, de juste l'après-guerre, n'existe plus. Même dans des parcs. Moi, je pensais le retrouver à Port-Cros, dans les parcs naturels, etc., mais c'est incomparable. Donc les banderets que vous voyez au début, ils n'existent pas. Ils n'existent que dans un ordinateur. Et je dirais 70% des poissons que vous voyez au début, ils n'existent pas, mais juste parce que ça n'était pas possible. Voilà, de recréer ce que la famille avait connu à ce moment-là. On avait une question là-bas, au 5e rang. Bonsoir. J'ai trouvé que dans votre film, il y avait un très bel équilibre entre les moments de vie et les moments de contemplation de l'océan. Pour moi, vous avez évité un piège un peu de tomber dans le documentaire « Regardez l'océan comme c'est beau » et de raconter que ça. Est-ce que vous aviez conscience de ce piège? Ah oui, complètement. Alors, on en a parlé plein de fois, je pense qu'on en a parlé avec Pierre, on en a parlé avec Stan, qui relit avec soin les scénarios avant que je les tourne, et avant de les monter. Je pense que c'était un piège immense, en fait, de faire un documentaire animalier. Donc c'était d'essayer d'intégrer toutes les scènes sous-marines à la narration, qu'il n'y ait rien de gratuit. Ce qui était un équilibre qui n'a pas été facile à trouver, déjà à l'écriture, et même ensuite au montage, parce qu'on a changé quand même lors des, si je me souviens bien, on a changé lors des scènes, même assez tardivement, entre autres au début, parce que justement, dès qu'on tombait dans ce piège dont vous parlez de documentaire animalier, bah, on s'ennuie, enfin on en revient toujours à la même chose en fait. Et quand on raconte une histoire à quelqu'un, on le prend par la main au début et on essaye de jamais lâcher cette main, en fait, voilà, et de pouvoir l'emmener comme ça et se balader pendant 2 heures. Et effectivement, on ne pouvait pas se permettre qu'aucune scène sous-marine ne soit gratuite. Donc oui, c'était quelque chose que j'avais en tête absolument dès le départ. Je pense que c'était un des pièges ultimes du film, absolument. Une autre question au 3e rang. Bonsoir. En termes de montage, comment est-ce que vous êtes débrouillé pour, par rapport à... Il devait y avoir des centaines d'heures de rush. Comment est-ce que vous avez choisi, avec toutes ces belles images, lesquelles monter? Ça prend beaucoup de temps. Donc on y a passé beaucoup de temps. Moi j'ai monté pendant le tournage, donc ça m'a permis de dérusher en fait au fur et à mesure du tournage, quand les images arrivaient. Le problème en plus, c'est qu'on peut tourner très peu de temps par jour, parce qu'il faut plonger, remonter, et ils ne pouvaient pas faire beaucoup de plongées par jour. Donc souvent, la scène des requins, par exemple, elle s'est tournée sur une dizaine... Pour en parler, je dirais un peu plus de 2 semaines. On a fait 3 semaines aux Bahamas, on a consacré plus de 2 semaines à ça. Disons 12 ou 14 jours de tournage. Et donc forcément, tant qu'on n'a pas la totalité des jours, on ne peut pas commencer à monter la scène. Donc ce que je faisais, c'est que je dérochais, je classais, et ça me permettait d'écrémer comme ça au fur et à mesure du tournage, pour pouvoir réorienter éventuellement avec Jérôme le tournage en disant bon, bah, là en termes de plan large, je pense qu'on a ce qu'il faut maintenant, il faudrait plus se focaliser sur telle action, telle action, telle action, et puis comme ça avancer le travail du montage et pouvoir après se focaliser que sur la narration une fois qu'on a fait la sélection
plan dont vous avez besoin. Sur le reste des séquences, c'était moins problématique parce que finalement, ils arrivaient à saisir l'essence de la scène assez rapidement. En fait, il y a beaucoup de déchets du fait de la complexité des tournages, mais très vite, on sait que c'est ce plan-là autour duquel il faut construire parce qu'il y a un moment magique qui a été capté et donc ça devient la pierre angulaire de la séquence. Après, sur les séquences classiques, on a un système avec Stan, comme ça fait plein de films qu'on fait ensemble, qui marche très bien, qui est qu'en fait, on développe pendant la nuit et il monte le lendemain en fait, la scène. Donc du coup, ça veut dire que moi, dès que j'ai un break, je l'appelle au téléphone et en fait, on arrive vraiment à travailler juste avec 24 heures d'écart, ce qui permet d'être vraiment très très efficace au montage et éventuellement, quand c'est sur le même décor, de pouvoir de pouvoir retourner des plans. Moi, il y a des fois sur des journées où je suis un peu blindé, où je suis un peu très court, je vais peut-être parfois laisser de côté un plan, je suis pas sûr d'avoir besoin, en me disant, je verrai le lendemain si j'en ai besoin. Voilà, si j'en ai pas besoin, comme ça, j'aurais gagné une demi-heure sur le plateau. Donc on est assez efficace. Ouais, c'était d'autant plus vrai sur les séquences sous-marines. Ouais. Combien de jours de tournage d'ailleurs il y a eu au total? Et je sais, Stan, tu te souviens? Non, je sais plus parce que comme il y a eu un peu des non, mais équipes, on doit être sur 60 et quelques en équipe principale, c'est ça? Plus l'équipe sous-marine? Ouais, c'est ça. Plus l'équipe sous-marine, plus les 3 semaines de Bahamas, plus l'Antarctique, c'est ça? Non, toi, non, avec y compris l'Antarctique. L'Antarctique, je le compte pas, moi. J'étais privé. Parce que tu n'y étais pas, parce qu'il n'y était pas, je pense. Oui, c'est vraiment beaucoup, 160 jours. Généralement, c'est. Non, combien? Pardon, 100. Faut enlever le 1. 260. Non, 660. C'est l'heure de créer la légende. Ok, 160 c'était énorme, oui. 60 jours, d'accord. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle? Et n'hésitez pas à partager vos impressions aussi. S'il y a une scène qui vous a ébloui. Pas d'autres questions? Nickel. Voilà. Alors, on a encore une petite demi-heure. Voilà, je vais sortir les rames, j'avais préparé la blague. Non mais justement, on va peut-être continuer à parler. Voilà, ça n'a pas pris. Hein. Tu me donnes le micro, tu dois aider, c'est ça? Dès qu'il est dans un rame, il te file le micro. Très très cool. Non, est-ce qu'il y a une scène dont vous rêviez que vous n'avez pas réussi à tourner, justement? Est-ce qu'il y a un plan qui a été impossible à faire? En fait, j'oublie moi les trucs comme ça. Alors, non, mais tu vois, ce qui est derrière, comme ça, c'est mon côté cousteau, le passé de ce qu'on n'arrive pas à faire, j'oublie. Je sais pas, j'ai un truc, Non, il y a un plan qu'on a. À un moment, il y a un plan qu'on a eu du mal à mettre dans le film, on le voulait absolument, et finalement, on a réussi à le mettre. Ah, le plan des deux, du père et du fils dans les airs, ouais, absolument. couché dans les airs, qui était un plan magique, qu'on n'arrivait pas à intégrer vraiment. Mais non, en fait. Mais non, on est content. Non, mais il y a plein de trucs, c'est-à-dire que, ça a donné, du coup, ça donne l'idée d'une question, du coup. Ouais, un plan que tu aurais dû faire. Un plan que j'aurais dû faire, voilà, c'est ça. C'est la scène avec les requins, justement, est-ce que c'est des vrais requins, est-ce que c'est numérique ou est-ce que c'est le vrai Pierre Dinet? Ça, c'est une question. Claire, la réponse est ça. Je suis très fier, oui, puisque la réponse est oui. On est allé effectivement aux Bahamas pour plonger avec les requins. C'était les derniers plans du film qu'on a tourné, donc moi j'ai passé une semaine. Ouais, c'est pas con. Non, on n'est pas con, c'est pas con les gars. On a l'assurance, les producteurs. Voilà. Alors Pierre, tu vas plonger avec les requins? Yes. Le dernier jour de tournage. Pourquoi c'est? Pourquoi non, c'est pas dangereux, t'inquiète pas. Vraiment. Non, c'était. En fait, moi, je voulais vraiment le faire. J'avais l'esprit super mal placé. Enfin, je vais pas dire, mais c'était ma plus grosse phobie. Et vraiment, depuis que je suis tout petit. Et en même temps, énorme fascination. C'est-à-dire, je regarde tous les documentaires sur les requins depuis que j'ai 10 ans. J'adore ça. Je suis fou de ça. Et j'ai toujours eu du mal à croire quand on dit mais c'est pas du tout. Enfin, tout le mouvement de documentaires qui sont vraiment le bienvenu. Il y a pas longtemps sur Canal, il y avait les requins de la colère. Voilà, qui dit que effectivement ce ne sont pas des prédateurs de l'homme du tout. C'est vrai que tant que t'as pas plongé avec des requins, t'as toujours un petit doute quand même du comportement des requins. Ouais, vous dites ça, mais ça reste un requin quand même. Et en fait, ça a été extraordinaire. Moi, j'ai vraiment insisté pour pouvoir le faire. J'ai dit au producteur, s'il y a la moindre possibilité de le faire, je voudrais le faire, parce qu'au début, faute de temps, et parce que je le dis encore une fois, il faut saluer ce qu'ont fait les producteurs et l'ambition de Jérôme. Le film, pour ce qu'il montre à l'image, est un film qui a un très petit budget, quoi, vraiment. Donc il n'était pas question de faire tous les trucs sous-marins tout le temps, parce qu'il fallait une deuxième équipe qui cravache pendant que nous on avançait sur le gros de l'histoire, évidemment. Donc, et puis les séquences sous-marines, c'est vachement, ça dépend de la météo, il y a des jours où il n'y a pas de visibilité dans l'eau, donc on peut rien tourner, il faut... voilà.
Et moi j'ai dit, si jamais on peut, j'aimerais beaucoup pouvoir faire les requins. Les assurances ont dit oui. Non mais ce qui est donc une preuve Elles ont statistique. dit oui le dernier jour. Ils ont dit oui, mais après le tournage. Non, ce qui est une preuve statistique que les attaques de requins sur des plongeurs en bouteilles, il y en a tellement peu que voilà, les assurances qui sont très frileuses. Et que je parle des requins qui. Non mais pas que les plongeurs en bouteilles, il y a moins de 10 accidents mortels par an en moyenne, donc dû aux requins. Il y a 100 millions de requins par an tués par les hommes. Surpêche, sous des longs requins, etc. Donc en fait, le prédateur, c'est lui. Ouais. Sauf quand on plonge, on n'est pas très. Enfin, on arrive Pas le premier jour. Le premier jour, tu l'as pas intégré. Tu mets du temps à l'intégrer. Il va me bouffer. Non, voilà. Donc moi, je tenais beaucoup à le faire. Je l'ai fait. C'était une expérience dingue. C'était exceptionnel. Il y a quelque chose. C'est vraiment pas du bluff. Hein, il y a quelque chose de très très apaisant au bout de 2-3 jours de plonger avec les requins. Je sais pas, la façon voilà. Une fois que tu as le bon comportement, tu sais que tu es entouré de gens qui t'ont bien conseillé, de très bons plongeurs. Franchement, il n'y a pas d'agressivité du tout de la part du requin. C'est extraordinaire et je pense que, enfin moi je sais que ça a nourri même si effectivement c'était la fin du tournage, mais l'état d'esprit du personnage aussi que je jouais, qui est quelqu'un qui prenait énormément de risques. Philippe, il a eu beaucoup d'accidents d'hélicoptères, il construisait lui-même ses hélicoptères, partait dans les tempêtes, même en plongée, il faisait des trucs que personne ne le suivait et voilà, j'étais content de pouvoir faire ça pour aller au bout de l'expérience et de le faire réellement et voilà, et pour faire mordre une palme à un requin, c'est compliqué en fait, parce qu'en fait, c'est pas du tout un truc qu'ils font naturellement. Ça les intéressait pas trop. Ça intéresse pas du tout. Il faut cacher un poisson sous la palme et tout ça. Enfin, c'est tout un délire. C'était pathétique. Voilà, mais bon, ouais, je le cherchais. Non, mais je suis d'accord avec toi. Enfin, moi, les deux grands souvenirs quand on me demande, c'était l'Antarctique et les requins. Effectivement, ils se retrouvaient. Il y a une première fois où on voit les requins autour, on dit bon ben voilà, faut y aller. Enfin, tu tâtes un peu quoi, au départ, et c'est vrai qu'après, il y a quelque chose d'hyper, je suis d'accord avec toi, serein, majestueux, apaisant, effectivement, quasiment. C'est des animaux qui sont extrêmes, on sent une puissance, enfin, quand on les touche, on sent c'est que du muscle, et en même temps qui sont très doux, qui vous frôlent. Enfin, voilà, c'est une expérience assez incroyable. On a eu la chance de vivre. C'est pour ça qu'on arrête carrément notre carrière. Ah bon? Ok, ça marche. J'ai tellement de trucs, j'ai 27 ans, c'est plein de trucs déjà. Ouais, mais. Peut-être mon agent va. Oui. Du coup, j'ai une autre question qui n'a rien à voir. C'est sur d'autres films? Sur France? C'est une fausse moustache. Ok, les gars, vous m'avez eu, putain! C'est des vrais requins, mais c'est une fausse moustache. La fausse moustache, c'est ultra dangereux. Pardon. Donc on a dit que c'était un film, le style de film qu'on voyait rarement en France, mais qu'on voit finalement aussi rarement à l'étranger. Je voulais savoir tout simplement quelles étaient vos références cinématographiques outre les documentaires de choses. En fait, je suis très mauvais pour répondre à ça. Je vais en profiter pour dire un truc. J'en parle avec Stan cet après-midi. Mais non, j'en profite parce qu'on me le dit souvent. Je peux en profiter là, je peux le dire. La perche est tendue. Non, très souvent, en fait, mais des journalistes d'ailleurs, ça arrive assez souvent, après avoir vu le film, dire ah non, super, bravo, et je pense pour me faire plaisir, me disent vraiment c'est fait, c'est à l'américaine quoi. Et, en fait, je trouve ça, je suis désolé, peut-être qu'il y en a qui se sont dit ça, ouais, je trouve ça tellement con en fait. C'est le truc de se dire, il y a des films où on essaye d'avoir du spectacle, il y a une image soignée, un son soigné, c'est souvent beaucoup de travail, et bien en fait, c'est que les Américains qui ont le droit de faire. Nous, en fait, on a le droit de faire des trucs un peu moches, un peu merdeux, un peu. Voilà. Mais les Américains, oui, ils peuvent faire. Nous, sinon, c'est à l'américaine, en fait. Donc voilà, et en fait, Melville, Renoir, etc., c'était un hasard. Donc voilà, c'est un truc qui revient très souvent. Et je dis ça parce que dans le cinéma français, moi, je suis très fier du film, je suis très fier qu'il existe et que ce soit un film français, justement. Et qu'il est fait très français dans le sens où, comme disait Pierre tout à l'heure, on n'a pas assez d'argent, en fait, et qu'il est hyper système D. Et donc, il est très français, pour le coup. Mais c'est juste que. Dans notre philosophie, voilà, on essaye d'offrir un spectacle aux gens qui sont dans la salle et éviter qu'ils piratent. Non, mais c'est aussi ça, en fait, c'est de donner un sens au fait d'aller dans une salle aussi de cinéma et pas le regarder sur son écran d'ordinateur. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup bossé là-dessus et j'espère sincèrement qu'on pourra continuer à faire des films comme ça, ce qui n'est pas évident. Ça a été extrêmement difficile de le faire exister, ce film. Et je pense que c'est une bataille continue pour que le cinéma français fasse des comédies, fasse des films d'auteur, et je trouve ça super, mais fasse aussi ce genre de film-là,
et c'est pas gagné. Et après, donc, je me suis éloigné des références, parce que du coup, je vais profiter pour sortir ce truc-là. Et j'en sais rien, je suis très mauvais en référence. Alors il y a tout ce qui me nourrit, donc ça va, les documentaires de Cousteau, effectivement on a parlé de Malik tout à l'heure, mais je n'ose même pas en parler parce que Malik c'est un génie et que je serais gêné de le prendre comme référence. Mais disons que voilà, on va dire que ça va des documentaires de Cousteau, et parce qu'il a fait des très très belles choses, même si d'un point de vue écolo c'est extrêmement discutable, Le Monde du Silence, qu'il a co-réalisé avec Louis Malle, c'est un très beau film, point de vue cinématographique, voilà, et Malik évidemment, et parfois, il y a des films où on peut discuter, mais un génie. Donc voilà, on va dire que c'est large entre les deux. Y a-t-il une autre question? Au premier rang. C'est hyper facile. C'est voilà, c'est facile. J'avais une question, merci d'abord pour le film, que j'ai adoré. Le film donne l'impression que le commandant Cousteau et sa femme n'ont jamais connu la famille de son fils. C'est voulu, c'est exprès, c'est la vérité? Alors, disons qu'ils avaient des rapports... Enfin, Simone Cousteau, qui est une femme pas facile, comme on peut le voir un peu, voilà, qui a une vie pas facile aussi parfois, n'aimait pas beaucoup sa belle-fille, pour de multiples raisons. D'abord, comme on le montre dans le film, elle n'aimait pas beaucoup les autres femmes. Elle n'aimait pas beaucoup les autres femmes très belles, et Jeanne était très belle. Elle n'aimait pas beaucoup les femmes américaines, parce que je pense qu'elle savait que son mari avait tendance à fréquenter d'un peu trop près les femmes américaines. Et donc tout ça faisait que ça l'agaçait prodigieusement et qu'elle ne l'aimait pas du tout, Jeanne. Et en fait, le cadeau de mariage, donc ils ne se sont pas rendus au mariage, comme c'est mis dans le film, sans en plus réelle raison. C'est ça qui est fou, quand on parle avec eux, il n'y a pas... On ne peut même pas dire il y a un truc qui l'a énervé ou non, ils étaient contre ce mariage. Et comme cadeau de mariage, elle a offert une méthode assimile pour qu'elle apprenne à parler le français. Voilà. Je ne sais pas quoi dire d'autre comme exemple de l'ambiance. Voilà. Donc effectivement, les liens ont été très distants. Ensuite, après la mort de Philippe, Simone, je pense, n'a jamais revu Jeanne. Il voyait très peu ses petits-enfants, en expliquant que revoir ses petits-enfants, c'était penser à Philippe, en fait, et qu'elle ne pouvait pas. Donc elle les a très peu vus. Et par contre, Gilles, pour le coup, parfois on peut critiquer humainement pour plein de trucs, elle a été là, elle a passé du temps, on a passé les Noëls avec eux, etc. C'est une famille très, voilà, qui a été compliquée, en fait, d'ailleurs, c'est sans doute logique, il n'a pas su bâtir une famille, en plus il y a eu un deuxième foyer en plus caché, enfin, bref, plein d'histoires derrière. Donc on peut pas dire sur une famille qui puisse servir d'exemple à la nation. Une autre question? Sur la nation, si vous voulez. C'est bon, je crois qu'on les a bien épuisés là. On peut les coucher là. J'avais une question quand même sur... Ah, vous voulez pas, Ah ouais, on peut pas. C'est des gens qui veulent partir. Des gens, il y en a deux qui dorment. Bon, play fort. Il y a Susanna de Walbolch qui est là, qui dort, je la vois. Déjà, même notre distributeur dort, c'est très mauvais signe. On est très mal. On est jusqu'à 23h. Non mais attendez, les gens ils en ont marre là, ça y est. Jusqu'à 23h, vous allez rester. C'est ouais, prise d'otage totale. Non, attends, on Kim Kardashian là, on s'en va. On va les ligoter dans la salle de bain. Non, c'est bon je crois. Vous en avez assez? C'est bien, non? Il fait chaud et tout. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà, tu vois, c'est un autre qui... Moi je pense à faire comme ça. Moi je me mets en Quoi? Non, je prends un rendez-vous, mais j'ai rien, c'est juste j'ai l'impression, regarde, voilà, tu vois. Mais ouais, non, je comprends, hein. Ciao Nicolas. En fait, ceux qui veulent partir peuvent partir. Non, voilà, comme ça on va sortir un peu le... Par moi, j'ai envie de partir, je vais pas tarder. Non, pas toi. Ah bon, moi je dois rester, ok, d'accord. Ça marche. Bon, une dernière question, allez. Ouais. Pour fêter ça. Vous êtes obligé de poser une question, par contre. Non, mais non, arrête, restez tranquille. Non, parce que je suis sûr que ça va être la meilleure. Mais une question à Pierre plutôt. À Stan. Peut-être la dernière question. Quels sont, mis à part les requins, vos plus beaux souvenirs de plongée sous-marine? Alors c'était à peu près au moment des requins. Mon plus beau souvenir, c'était aux Bahamas, justement, on a tourné les requins, et après on a fait le plan qui est dans le film, qui est le petit plongeur, le rêve de Gic en fait, quand on voit le tout petit plongeur en grand bleu. Pour avoir une visibilité parfaite, on a pris un bateau, on s'est éloigné, parce qu'en fait, quand on va là où il y a beaucoup de fond et loin des côtes, on a évidemment l'eau est parfaitement claire. Et on a fait ce qu'on appelle une dérivante, c'est-à-dire le bateau vous met à l'eau et puis vous partez d'un petit groupe comme ça et il vous récupère une heure après plus loin, donc vous n'avez plus du tout de bateau autour de vous. Vous êtes au milieu de nulle part. Et là c'est Gravity quoi. C'est-à-dire que c'est un bleu absolument parfait et vous, très vite vous pouvez perdre vos repères, c'est quelque chose qui pouvait passer en boisson d'ailleurs. Et
pendant cette plongée, à un moment donné, et pourtant j'en avais vu plein des requins jusque-là, parce que c'était après qu'on fasse la séquence de tournage des requins, au loin, tout d'un coup, mais vraiment imperceptible, il y a un requin qui commençait à se balader autour de nous comme ça. Et qui n'était pas immense, c'était un requin qui faisait 2,50 m. Le fait d'être au milieu de nulle part, ce requin-là, ce truc de... Il y avait une ambiance absolument incroyable. Voilà. Et c'était, voilà, je pense que c'est ma plus belle plongée ce jour. C'est magnifique. Ouais, j'étais pas là, effectivement, je te confirme. Hein? Donc, tu n'étais pas là. Non, j'étais pas là, mais j'en ai une pour contre-attaquer où tu n'étais pas là non plus. Oui. Non, ça, c'est unfair. Non, j'avais fait beaucoup de... J'ai l'impression qu'on me l'a posé à moi. Non, ok. Non, moi j'avais fait beaucoup de jaloux avec la plongée qui peut paraître pas... Enfin voilà, l'intitulé plongée avec des otaries, ça peut paraître vraiment nul. Mais il faut savoir que c'est ce que vous voyez... Enfin moi je trouve que dans le film, on a vraiment des effets spéciaux, ces otaries, tellement c'est beau et je sais pas, tellement c'est... Enfin l'image est dingue avec ces grandes algues et tout ça. Et j'ai eu la chance ce jour-là de pas tourner avec la première équipe. Et donc la seconde équipe, avec le réalisateur de la seconde équipe qui est super, qui s'appelle Christophe Chesson, qui a travaillé sur Océan, sur des très grands films, qui connaît très très bien les animaux marins et l'univers marin, et voilà, qui a des anecdotes de dingue sur tout, qui juste avant la plongée me disait « Ah c'est marrant, ça me rappelle le jour où j'avais plongé en Australie et un plongeur était mort parce qu'il y avait des méduses tueuses. » Il est assez psychologue. On a plongé à toi. Il est très psychologue. Non, il a des anecdotes complètement dingues et je suis allé avec cette équipe-là plonger avec les otaries. Et au début, je me disais un peu, ça va être rigolo, c'est incroyable, quoi. C'est tellement joueur, c'est tellement ludique, tu tournes comme ça, elles tournent pareil, elles te suivent, tu joues avec elles, c'est complètement fou. Et c'est vraiment, t'es au milieu de la mer, quoi. C'est des otaries qui sont là, c'est dingue, je sais pas comment raconter le truc, c'est dingue. Pardon, c'est dans cette plongée que vous avez vomi dans l'eau ou pas? Alors. Bonne soirée à tous. Non, mais juste que j'ai un tableau d'ensemble en fait. C'est vraiment le pire gars que j'ai rencontré de ma vie. Et j'ai rencontré Goebbels, donc je te dis, tu parles de très loin. C'est une belle plongée, mais je pense qu'il faut aller au bout. Non, alors je vais au bout, non, voilà. C'était une belle plongée. C'est vraiment une ordure. Non, il y avait énormément de courant, comment on dit, de courant. De houle, non, de... Merci. Bonsoir, merci. Merci, tu feras la tournée avec nous, hein, la tournée province, pour tout ce qui est lexique et vocabulaire. Et donc, il y avait pas mal de houle. Et il y a énormément de houle et du coup sous l'eau, mais c'est d'ailleurs c'est pour ça que les algues, c'est si beau le mouvement des algues, mais du coup en fait t'as vraiment le mal de mer. En plongeant, je ne savais pas que ça existait. Et non, j'ai pas vomi, mais effectivement il y a un plongeur qui était pas bien à un moment et du coup il est sous l'eau et tu vois un mec qui plonge, qui en plus quand t'es filmé, t'as la caméra et t'as toute l'équipe qui est là et il recule et puis on se fait tous porter par la houle, mais il y avait une aspiration de je sais pas, t'allais sur 15 mètres puis ça te renvoyait, faut même pas essayer de résister. Et tu vois le mec qui est derrière, qui te regarde, qui est à côté de la caméra. Et d'un coup, il enlève juste son détendeur, il vomit dans l'eau, il remet le détendeur. Ça continue, c'est top. Et voilà, c'est la plus belle plongée de l'année. Je pense que c'était important de le... Merci à tous. Ne racontez pas ça. À la française, pas à l'américaine, rappelez-vous. Personne de film, donc ça va, tout va bien. Merci beaucoup. C'est une belle façon de Hein terminer.